Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le bilan du mois de décembre. Et donc le dernier bilan de cette année 2024, donc on commence tout de suite. Je vous ai fait un bilan sur toute mon année 2024, donc ça vous a plus ou moins, et une tier list, donc ça vous a plus ou moins spoilé tous les avis que je vais faire là, mais je vais un peu plus les détailler comme d'habitude. J'aime énormément ce format, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'il change un petit peu pour 2025, s'il y a des choses que vous voulez que je rajoute, que j'enlève, mais je trouve qu'il est assez complet comme ça et j'aime beaucoup. Donc on va commencer comme d'habitude par les stats. J'ai lu ce mois-ci 9 romans et un graphique. J'ai réussi à lire un graphique, à savoir le dernier de la Brigade des Cauchemars de Franck Tillier. Voilà, je suis à jour dans cette saga, j'ai un peu traîné, mais je vous disais dans mon bilan que j'avais du mal à lire des graphiques. J'ai lu un total de 3518 pages. Et donc j'ai lu 4 audios, 2 numériques et 3 papiers. Par contre, ma pile à lire a pris un sacré coup puisque j'ai eu 12 arrivées dans ma pile à lire, donc des achats / cadeaux, puisque au mois de décembre il y a mon anniversaire et il y a bien sûr Noël. Et pour une fois j'ai eu des cadeaux à Noël, ce qui ne m'arrivait pas depuis très longtemps. J'ai lu 0 livre hors de ma pile à lire et j'ai eu un abandon. J'ai lu principalement des romances de Noël, de la romantaisie, des thrillers. Et du contemporain aussi, un peu de Noël, mais bref, c'est pas que des romances de Noël, mais il y a des romans de Noël. Et ma pile à lire est passée de 42 à 44, donc je suis hyper déçue de ce côté-là. J'aurais bien voulu descendre en dessous des 42, mais vous allez voir que c'est de la faute de ma soeur. Alors oui, j'ai pas peur de l'incriminer, mais vous allez voir que j'ai eu un +4 à cause d'elle, ou grâce à elle. Mais du coup, je m'y attendais pas, donc ça a un peu faussé. Et puis Sandra m'a offert 2 cadeaux au lieu d'un, donc voilà. Ils se sont tous ligués contre moi pour pas que ma pile à lire soit en dessous des 40. On passe du coup au book haul. Ce mois-ci, j'ai précommandé le tome 2 de Les épreuves de la reine démoniaque, à savoir Le Seigneur de Brest de C.N. Crawford. Voilà, je l'ai déjà lu et j'ai j'aime beaucoup cette saga, mais je vous en reparlerai juste après. J'ai profité de faire une commande pour également me prendre Impitoyable Serment de Rebecca Ross, qui me permettrait de terminer la duologie de Divine Rivalité. Donc ça, je croise les doigts pour pouvoir le sortir. Ma petite Sandra m'a offert 2 romans, à savoir De Lune et de Sang de Erin Beatty, qui est sa nouvelle duologie, enfin sa nouvelle, ça fait un moment qu'elle est sortie, mais sa dernière duologie, elle me faisait trop envie, et j'avais hâte de pouvoir enfin découvrir et retrouver la plume de Erin Beatty que j'avais adorée dans La couleur du mensonge. Elle m'a offert également Dragon Rouge de Thomas Harris, qui n'est autre que le préquel de Le Silence des agneaux. Voilà, j'avais très envie de découvrir cette histoire et donc je me suis dit qu'il fallait que je commence par le début, et voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir Hannibal Lecter. Un achat qui n'était pas prévu, avec une lecture qui n'était pas prévue, Perfect Flow a proposé une lecture sauvage, une lecture commune sauvage sur Binding of Thorn de Elizabeth Helen, et j'ai foncé et je me suis dit si j'aime bien je vais l'acheter. J'ai bien aimé, du coup je l'ai acheté, mais ça du coup je vous en reparle juste après. Ma belle-mère m'a offert, la maman de mon chéri m'a offert Le Chant des Marqués de S.M. Guettier, je crois, qui est un nouveau de chez Lost Kingdom, qui est sorti pas ce mois-ci mais le mois d'avant je crois, et qui me faisait pas mal envie. Je suis en train de le lire d'ailleurs. Et une deuxième lecture que je suis également en train de faire, j'ai commandé sur Vinted 2 choses. J'ai commandé la version Illumicrate de Chain of Thorns, voilà, une magnifique édition. J'avais la première édition dans ma bibliothèque et là je me suis dit qu'il fallait que... le premier tome dans cette édition là, et du coup j'essaye de les trouver, et là franchement j'ai eu pour même pas 30 € je crois, donc j'ai foncé et j'en ai profité pour me reprendre les 3 premiers tomes de The Wheel of Time, cette fois-ci en anglais avec les nouvelles couvertures que j'aime beaucoup, que je trouve très belles.
Et donc j'ai trouvé un box set du 1, 2, 3 pour 18 € sur Vinted également. Et donc j'ai qu'un seul livre qui rentre dans ma pile à lire puisque les 1 et 2 je les ai déjà lus. Mais ça va me permettre de pouvoir poursuivre cette saga. Et donc là vous voyez qu'il y a un thème commun pour les 4 derniers puisque ce sont des cadeaux de ma sœur qui m'a refait ma collection de Stephen King. Voilà, j'ai très envie de découvrir Stephen King. Pour l'instant j'en ai lu que 2, j'en avais un encore dans ma pile à lire que j'ai depuis un petit moment. Et elle s'est dit allez on va lui en donner d'autres, donc elle m'en a offert 4, à savoir Dead Zone, La Ligne Verte, Shining et Charlie. Voilà, elle m'a pris quasiment tous ceux que j'avais mis dans ma wishlist, donc voilà, je suis quand même hyper contente et je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'elle m'avait pris un livre ou deux, je savais qu'elle voulait taper dans les bouquins. Elle m'a pris aussi un livre de développement personnel, mais ça rentre pas dans ma pile à lire, donc je ne l'ai pas rajouté ici. Mais en tout cas, je remercie tout le monde pour les cadeaux et je sais pas s'ils passeront dans les vidéos, de toute façon je les ai déjà remerciés, mais ça m'a fait grandement plaisir. Au niveau des sagas, j'en ai commencé 2, donc j'ai commencé la saga de Binding of Thorn, je sais plus comment ça s'appelle exactement cette saga, mais je suis direct à jour puisqu'il n'y a que le premier tome qui est sorti, et j'ai commencé le premier tome de la duologie de Karen Pont, à savoir La Famille Praline. Voilà, il y a 2 romans qui sont écrits, une version adulte, une version ado, qui sont écrits pour Noël, et on va suivre à peu près la même fond d'histoire mais de points de vue différents, et pour lire en binôme avec les plus jeunes, et je trouve ça hyper cool. Je m'étais pris les 2 et du coup bah j'ai lu les 2 puisque j'ai terminé également du coup cette duologie. J'en ai lu un en audio, un en physique, et franchement j'ai adoré. J'ai terminé également la saga de Titan de Jennifer Armentrout, qui est la saga spin-off de Covenant. Donc je suis très très contente, et j'en ai continué 3, à savoir La chair et le feu de Jennifer Armentrout. Donc là je suis à jour avec Une lumière dans la flamme. J'ai continué également la saga, et je suis à jour encore une fois, de Clarissa Bard, la romance, enfin ses romans de Noël. Et c'est cette fois-ci sur Valno. Voilà, je crois que c'est Valno, ou je sais plus comment ça s'appelle. La vie est belle et drôle à la fois, je crois. Et j'ai continué la saga des épreuves de la reine démoniaque de C.N. Crawford. De toute façon, je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par tous les romans de Noël, comme ça sera fait. Dans tous les cas, normalement, il y a toujours les timecodes, donc s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à zapper. J'ai commencé par lire la duologie de Karen Pond cette année. Karen Pond a sorti 2 romans, une version adulte avec un Noël mi-figue, mi-praline, et une version ado avec le désastreux Noël de la famille Praline. Enfin, version parent, version ado. Ce qui est bien pour pouvoir lire entre parents et ados le même type d'histoire, puisque on suit le même fond d'histoire. On a la famille Praline où les 2 sœurs ne peuvent pas se saquer, et les 2 cousines ne peuvent pas, enfin se pensent trop différentes, et du coup ne communiquent pas du tout. Il y a un Noël où c'est désastreux, ça part en grosse pugilat, et la grand-mère décide à ce Noël-là de disparaître jusqu'à ce que les sœurs et les cousines s'entendent bien, se rabibochent, et qu'on puisse enfin passer un Noël serein et tranquille. Celui-ci, et la version de parents, est disponible en audio, et c'est comme ça que je l'ai écouté, et j'ai lu ensuite la version ado un peu plus tard dans le mois, et j'ai beaucoup aimé. Donc dans la version de parents, on va suivre le rabibochage des 2 sœurs. Voilà, il y en a une qui a récupéré l'affaire familiale, la chocolaterie familiale je crois, et l'autre qui a voulu s'en détacher parce que en plus leur père est décédé, et voilà, elles sont vraiment diamétralement opposées. La deuxième sœur est prof dans une université de criminologie, etc., un peu avocat, un peu au-dessus, et l'autre sœur se démène et toujours rester dans le village avec sa mère, avec sa fille, et se démène pour faire pas couler justement la chocolaterie familiale, et du coup voilà, elles ont beaucoup de différends, beaucoup de non-dits, et c'est comme ça qu'elles vont réussir à résoudre, et elles sont tellement fâchées que
On suit, nous, Barbara. Ouais, Barbara qui elle est prof dans la criminologie et qui va arriver pour Noël comme d'hab, et elle va se rendre compte que sa sœur est enceinte de 8 mois et demi et que elle lui a caché. Donc ça montre qu'il y a vraiment un problème entre ces deux là et qu'il faut le régler, ce problème. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Alors c'est des courts romans à chaque fois, donc je trouve qu'il y a des choses qui sont un petit peu précipitées et tout, mais je trouve que ça a un bon fond, une bonne morale, et j'aime beaucoup comment Karen Pont écrit ses romans. Il y a toujours beaucoup d'humour, toujours des notes de bas de page, des pics, des punchlines, etc. Je trouve que c'est hyper... c'est ce qui fait la force de Karen Pont, je trouve. C'est sa plume et sa façon de raconter. Et c'est pas souvent des histoires mirobolantes, avec beaucoup de suspense, avec beaucoup d'intrigue, ni rien, mais il y a énormément d'humour. Et pour passer un bon moment, c'est à chaque fois très bien réussi. Dans la version ado, on est vraiment... J'avais un petit peu peur parce que Karen Pont, elle a l'habitude d'écrire pour les adultes, et je me suis dit, oh là, comment ça va se passer pour les ados? Est-ce que ça va être vraiment ado ou pas? Et j'ai trouvé que ça marchait très bien. Je me suis vraiment retrouvée dans un petit young adulte avec des problèmes d'ado, vraiment, et deux cousines qui apprennent qui se forcent un petit peu à discuter et qui voient qu'elles ont plus de points en commun qu'elles ne le pensent, qu'elles ont beaucoup de préjugés l'une envers l'autre, mais parce qu'elles ne se sont jamais pris le temps d'approfondir et de discuter. Et voilà, il y a des petites embrouilles de lycéennes, et franchement ça l'a plutôt bien fait. Moi vraiment j'ai lu les deux, et je vous recommande les deux parce que c'était hyper sympa. Après, si vous préférez que la partie adulte, je peux comprendre, mais je trouve ça bien justement cette double lecture, et ils se répondent parce qu'en fait il y a des scènes qui sont un peu en commun, et on a les points de vue des parents, le point de vue des ados, et je trouve que c'est bien. Et en fait j'aurais aimé aussi avoir ma fille ado à ce moment-là pour pouvoir partager cette lecture avec elle, et moi lire l'adulte, elle lire l'ado, et pouvoir échanger. Et si vous avez un ado vers chez vous qui lit, franchement c'est une belle expérience, je trouve, et franchement je trouve ça trop bien qu'elle ait écrit ça. J'ai continué ensuite avec La douce magie de Noël de Clarisse Sabar, qui est le 5e tome de la saga qui se passe à Valenod. Donc les 2 premiers tomes, on suivait les mêmes personnages, à savoir Léna et Clément. Et à chaque fois ce sont des tomes compagnons, donc avec des personnages différents, mais des personnages qu'on retrouve dans les tomes précédents et dans les tomes suivants. Donc si vous voulez tous les lire et pas vous faire spoiler, bah lisez-les dans l'ordre. Si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez comprendre parfaitement cette histoire. Ici on va suivre Emmeline qui a fricoté le Noël dernier avec un journaliste de passage, je sais plus comment il s'appelle, Théo. Et il lui a laissé un petit cadeau, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée enceinte, et coup du sort elle a décidé de le garder. Elle le prévient sur Messenger, sauf que lui ne répond pas, et 1 an après, c'est la saison de Noël, et elle va se retrouver nez à nez avec ce Théo qui a l'air de pas trop savoir ce qui se passe. Elle lui en veut un petit peu parce qu'il lui a lâché un gros vu, et on va être sur tout un quiproquo, sur des non-dits encore une fois, mais j'ai adoré, franchement j'ai trop aimé ce roman. Franchement Clarisse Sabar, moi c'est une valeur sûre, j'adore le village de Valenod, j'adore les petites histoires, même s'il y en avait quelques-unes avant qui m'avaient un peu moins transcendée. Celui-ci est assez court, je l'ai lu en 24 heures. Il fait 300 pages, je l'ai lu en une journée, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. On a vraiment tous les clichés des romances de Noël, des romans de Noël et des téléfilms de Noël, mais franchement ça le fait hyper bien. Moi j'adore ces clichés là. Dans Karen Pont on avait toute sa saga à Santal et de Sapin que j'adorais, et moi c'est vraiment pour ça que j'aime les romans de Noël, c'est pour ces clichés, pour ces villages 100% noëlesques, parce que à cette époque là j'ai envie de me mettre dans Noël. Moi j'adore l'ambiance de Noël, et j'ai envie de me plonger
dans un livre qui le fait pas à moitié et franchement ça le fait hyper bien. On a un concours de vitrines de Noël, on a plein de petites choses comme ça, on a un village de Noël, bref il y a Emeline qui aide aussi pour les personnes un peu isolées, qui va aider à se rabibocher une famille, etc. Il y a plein de petits trucs autour, en plus de cette jeune femme qui élève toute seule son petit enfant, qui reprend le travail, qui est aidée de son père, qui a des petites tares un peu familiales et qui essaye déjà d'elle survivre à sa propre famille et franchement je trouve ça trop bien. Moi j'aime énormément Clarisse Sabar, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est plus à prouver à personne et j'ai hâte déjà d'avoir le prochain, mais je crois que déjà l'année dernière elle n'en avait pas sorti et je crois que l'année prochaine elle n'en sortira pas non plus. Je me demande si ça va si elle va pas refaire une année de pause ou bref, mais moi je serai au rendez-vous dans tous les cas. Et le dernier roman de Noël, romance de Noël, alors de Noël je vais le mettre entre guillemets puisque je vais vous expliquer, c'est The Holiday de Brittany C. Cherry que j'ai beaucoup aimé, mais pour moi ce n'est pas un roman de Noël, c'est pas une romance de Noël. Franchement ça aurait pu se passer à n'importe quel moment, ça l'aurait fait, elle aurait pu sortir ça un 25 février, ça m'aurait pas choqué, à part la couverture qui fait très noëlesque et il y a une ou deux scènes qui font très Noël, sinon Noël est pas au centre de la chose comme peuvent l'être les précédents romans que je vous ai présentés. Donc ici on suit Holly qui à Noël dernier s'est fait plaquer devant l'hôtel. Son mec s'est barré, il lui a dit non et s'est barré pour sortir avec sa meilleure amie hein, quand même. Donc grosse trahison et elle va dire à sa famille que non, il faut arrêter de vouloir la caser. De toute façon elle est avec quelqu'un et elle va venir avec quelqu'un à Noël. Sauf que elle n'a personne et donc elle se met dans des applications de rencontres et elle va faire ses premiers dates à chaque fois dans un restaurant bien particulier qui est celui de Kai qu'elle a rencontré quelques jours auparavant. Ils sont dans le même immeuble et lui est très grumpy. Donc on est sur un grumpy sunshine et sur un fake dating puisque du coup Holly va demander à Kai de l'aider à trouver un mec pour pouvoir aller au 25 décembre dans sa famille et donc il va décider de l'aider et on sait plus ou moins ce qui va se passer. Donc j'ai adoré vraiment Holly, elle est très drôle. En fait j'aime beaucoup le Grumpy Sunshine. Je les trouve toujours hyper attachants, j'aime beaucoup cette troupe et j'en ai pas assez. Donc si vous avez des recommandations de Grumpy Sunshine à me donner, n'hésitez pas parce que franchement j'ai vraiment aimé Holly. Elle est vraiment pleine de couleurs mais pleine de doutes et pleine de petits démons et c'est ce qui fait un peu la force de ça. Kai il se met une espèce de grosse coquille autour de lui pour montrer qu'il est dur et que rien ne l'atteint alors qu'il a vécu des choses pas terribles non plus et franchement ensemble ils font un très beau duo je trouve et ouais j'ai adoré. J'aurais voulu un peu plus, beaucoup plus de Noël dans ce roman. Voilà, pour moi c'est vraiment pas une romance de Noël. C'est une romance avec des touches de Noël, mais c'est pas une romance de Noël comme je voudrais l'entendre et comme j'aurais voulu le lire, mais on est au moins sur une bonne note de Brittany C. Cherry puisque le roman de cette année ne m'avait pas du tout convaincue, pas du tout, donc là ça relève un petit peu le niveau et je retrouve mon engouement et mon addiction pour les romans de cette autrice et ouais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte déjà d'avoir le prochain roman de Brittany C. Cherry si vous ne l'avez pas encore compris. On va continuer avec tout ce qui ne touche pas à Noël. J'ai d'abord lu Une lumière dans la flamme de Jennifer Lamontrout. Donc là encore c'est la version anglaise, mais parce que j'achète en anglais mais je l'ai lis en français sur ebook. Il est hyper lourd donc je vais pas trop le tenir, mais il s'agit du tome 2 de La chair et du feu, donc la saga spin-off du sang et de la cendre à lire juste après La guerre des deux reines. Voilà, c'est très important de suivre
le bon ordre pour ne pas vous faire spoiler. Ça va être assez difficile de vous dire mon avis, parce que déjà ça fait plus d'un mois, ça fait quasiment un mois que je l'ai lu et que je n'ai plus les idées complètement claires, mais je sais que je l'ai assez traîné ce roman et il est quand même assez gros, hein. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. On a... En fait, le premier tome était sorti il y a un petit moment et du coup, j'avais pas toutes les idées au clair. Je voulais terminer d'autres romans, donc je l'ai pas mal mis en pause et du coup, je pense qu'il en a un peu empathie. Il y a des choses qui se passent où on a envie un peu d'étrangler tout le monde, où Nyktos protège un peu trop Seraphina pour des bonnes raisons, mais des fois, t'as envie de lui dire... calme-toi, il y a des révélations qui sont faites, qui sont ok. On va voir la suite, mais ok. Mais franchement, c'est hyper addictif. Moi, j'aime beaucoup cette saga spin-off qui nous donne aussi beaucoup d'éléments sur la saga, enfin pour la saga du sang et de la cendre. On sent qu'elle nous amène plein de petites touches qui vont nous servir par le futur. J'aime énormément tous les personnages qu'il y a et du coup, dès qu'on en perd, bah, ça me fait très mal au cœur. Je suis effondrée et voilà. Il y a beaucoup de trahison, de complot, on voit beaucoup de côtés de déité, de dieu, d'originel et toute cette quête à l'originel de la vie et de la mort est très très présente. Le don de sacrifice aussi et franchement c'était un très très bon tome. Moi j'ai un petit peu moins aimé que le précédent, même si je trouve qu'il a très très bien fait le job. J'ai passé un très bon moment, mais je pense que voilà, je l'ai peut-être lu à un moment où c'était peut-être pas le bon moment pour moi aussi, du coup il a peut-être empathie, il y a peut-être un peu moins de choses et de grosses révélations qui se passent. Je suis pas à tous les chapitres à me dire oh mon cerveau il explose, mais pourtant j'ai retrouvé ce côté hyper addictif et ce côté que j'aime énormément dans cette saga et j'ai déjà hâte d'avoir la suite parce que vraiment cet univers et vraiment ce côté où maintenant ça commence à venir aussi dans le sang et la cendre, mais ce côté Draken etc, j'aime énormément de dieux, de déesses, d'originel, de tout ce côté là, j'aime énormément, un peu mythologique en fait. On a vraiment la mythologie du sang et de la cendre et tout ce qui a amené à devenir le sang et la cendre et ouais, j'aime énormément les personnages et ouais, j'ai trop hâte d'avoir la suite et j'espère m'en souvenir quand elle sortira parce que vraiment j'ai eu des gros bugs de personnages et c'est vrai que bah en fait j'étais très en retard sur notre lecture commune. Du coup je pouvais pas réagir en même temps que les filles et ça m'a un peu frustrée aussi. J'essayais de rattraper etc, mais du coup ça arrive. J'essaierai d'être un peu plus on point la prochaine fois. On va continuer avec Jennifer Larmantshot puisque j'ai lu le tome 4 de Titan, donc Prophétie. Toujours de Jennifer Larmantshot. Cette fois-ci, j'ai lu, donc il s'agit de la saga spin-off de Covenant. Là, on est vraiment sur la conclusion, sur la dernière étape. Et franchement, c'était vraiment cool. Franchement, jusqu'à la moitié du roman, je me suis demandé comment elle allait conclure cette histoire avec autant de questionnements encore et aussi peu de pages et franchement elle l'a très bien fait. Moi je les ai écoutés en audio et j'ai trouvé que c'était hyper chouette. On a une alternance de points de vue entre le protagoniste masculin et le protagoniste féminin. Je vais pas vous dire qui est le masculin parce que ça risquerait de vous spoiler sur Covenant si vous ne l'avez toujours pas lu, mais lisez-le. Là on est vraiment sur la bataille avec les titans, tout ce que les dieux ont caché aux humains sur la réelle façon dont les titans ont été ensevelis et voilà, et ont été maîtrisés et franchement c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé et c'était une conclusion à la hauteur, un peu du même style que Covenant et vraiment à la hauteur, même si ça faisait un peu bis repetita, voilà, j'ai trouvé que c'était cohérent et je me demandais jusqu'au dernier moment comment on allait se débêtrer de ça et voilà, une très bonne conclusion pour ce tome.
Ça restera pas dans mes sagas préférées. Le tome 2 avait vraiment été hyper laborieux et je suis contente de l'avoir quand même continué en audio parce que je pense que je l'aurais un petit peu moins aimé en écrit. Mais je suis contente d'avoir terminé une nouvelle saga de Jennifer Lamanchoat. Vraiment, c'est une valeur sûre pour moi. De toute façon, je vous en ai parlé dans un de mes tags. C'est l'autrice que j'ai le plus lu dans toute ma vie, dans toute ma carrière de lectrice. Donc je pense que ça en dit long. On n'a plus que 3 romans à parler. Je vais faire une petite pause avec un thriller puisque j'ai lu Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. C'est un roman que j'avais eu à Noir-sur-Ormesson. D'ailleurs j'ai jamais lu la dédicace. Dans cette histoire nous suivons Sixtine qui a 10 ans et qui un jour est censée rejoindre un de ses amis pour faire du surf et elle décide de faire un petit crochet chez ses grands-parents pour mettre un short qu'on lui a refusé et sauf qu'elle ne va jamais revenir, elle va être enlevée et donc on suit l'histoire de sa mère, donc Jeanne, qui va avoir tout son monde qui s'écroule. C'est une bourreau de travail, elle s'en veut énormément d'avoir délaissé sa fille, hein, d'avoir mis de côté au profit de son travail et du coup tout son monde va changer, tout son univers va dégringoler pendant 6 ans je crois et on va suivre une première partie où on a la captivité de la petite fille, vraiment qui est très très dure, et comment une mère peut survivre à l'enlèvement de sa fille, à tout ce drame. En plus, comme l'enquête a été un peu a été plus ou moins arrêtée puisque ils ont décidé que la petite fille a dû se noyer dans la mer et on ne retrouvera jamais son corps, donc elle a été enterrée, enfin voilà. Mais comment réussir à faire un deuil sans savoir vraiment ce qui s'est passé, sans avoir un corps, sans tout ça. Et sur une deuxième partie on a un énorme plot twist dont je tairai, mais qui m'a énormément chamboulée, qui m'a complètement retournée, qui m'a fait beaucoup de peine, qui m'a cringé, qui m'a fait ressentir 10 000 choses à la fois et j'ai adoré cette deuxième partie. La première partie pour moi était très longue, très lente, je savais pas trop où est-ce qu'on allait aller, je voyais pas trop le but. On est vraiment sur la reconstruction d'une maman, donc c'est très touchant. En plus on a des scènes de la captivité de cette petite fille où franchement ça nous serre les dents, ça nous serre la gorge. On a des gros bonds dans le temps parce que je crois qu'il se passe 6 ans avant la deuxième partie, et donc oui on a toute cette reconstruction, cette captivité qui est morbide, qui nous fout. Enfin franchement moi en tant que maman ça m'a vraiment fait du mal. Et c'est vrai que quand on avait regardé le résumé, ma belle-mère, la maman, mon chéri, m'avait dit moi tout ce qui est enlèvement d'enfants, meurtre sur des enfants et tout, je peux pas. Et moi j'avais entendu vraiment parler de ce duo d'auteurs et au moment où je suis passée, ils étaient en train d'arriver, donc je me suis dit c'est un signe, je vais leur prendre. Et je vais leur prendre celui-là parce qu'en plus c'est le plus court. Ils m'ont dit c'est quand même le plus gore et le moins facile, mais c'est vrai que du coup il y aurait eu un peu moins de première partie et un peu plus de deuxième partie, j'aurais peut-être pas eu un coup de cœur mais adoré, vraiment adoré. Mais cette première partie était trop longue pour moi et j'étais un peu trop dans le flou en me disant mais où est-ce qu'ils vont nous amener, parce que ça n'avance pas en fait, il n'y a rien qui avance. Elle essaye un petit peu, même, elle essaye même plus trop d'enquêter, un petit peu mais pas trop non plus. Du coup, elle commence vraiment à réenquêter au moment du plot twist et du coup, dans une première partie, il se passe pas grand chose. Même si je trouve que voilà, le sujet de reconstruction, de deuil, de la mère qui perd son enfant est très très bouleversant et m'a bouleversée, mais je trouvais que c'était un peu too much à un moment donné. Et mais vraiment la deuxième moitié était... j'étais un petit peu choquée de ce qui se passait et
Et je l'ai trouvé génial, vraiment cette deuxième partie je l'ai trouvé géniale. Donc si vous avez déjà lu des titres de ces deux auteurs, n'hésitez pas à me donner un conseil de lecture. Parce que j'aimerais bien retenter, même si ça ne m'a pas émerveillée ni rien. Enfin émerveillée, on est dans un thriller, mais même si ça m'a pas rendu hyper actif ou hyper addictif ou quoi, je suis très curieuse quand même de découvrir d'autres romans de ce duo d'auteurs. Donc n'hésitez pas à me dire, à me donner vos conseils. On part ensuite sur Le Seigneur de Braise. Vraiment, c'est pas du tout dans l'ordre de lecture que j'ai fait ce mois-ci, mais c'est pas grave. Le Seigneur des Braises de C.N. Crawford, donc le tome 2 des épreuves de la reine démoniaque. Donc chez Lost Kingdom, il est magnifique. Vraiment, il est très très beau. Il n'y a pas trop d'illustrations dans celui-ci. Il y en a quelques-unes, mais pas énormément. Mais le travail éditorial est toujours hyper joli. Donc là, on est sur un tome 2 sur 3 je crois qu'il y a prévu 3 tomes et j'ai beaucoup aimé celui-là, même si j'ai un petit peu moins aimé que le précédent, puisque on suit dans cette histoire Rowan, elle s'appelle Rowan, on suit dans cette histoire Rowan qui est enfin dans le premier tome en tout cas, on suit Rowan qui est orpheline, qui a été témoin du meurtre de sa mère et elle est à la recherche du meurtrier. C'est une humaine et dans cet univers il y a tous les humains et tous les qui vivent en périphérie, et tous les démons sont tous rassemblés et enfermés dans une cité, la cité des ténèbres, je crois que c'est ça. Et un jour, le jour de son anniversaire, elle va fêter son anniversaire dans un bar et le seigneur des braises, non, le seigneur du chaos va la prendre pour une succube qu'il recherche partout, qu'il déteste à la mort, parce qu'elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, sauf que bah elle dit bah non, moi je suis humaine, laissez-moi tranquille. Il dit bah non, je sais que t'es Mortana et que t'essayes de me duper, et donc il goûte à son sang et il voit qu'elle est humaine et il se dit non mais là tu lui ressembles trait pour trait, donc on va faire, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à tuer le roi en place pour pouvoir prendre sa place, et voilà, et je te fais pas passer pour Mortana, même si je suis persuadée que tu es Mortana. Et elle va dire ok, par contre toi tu vas m'aider à retrouver l'assassin de ma mère, parce que je sais que c'est un démon, et voilà, et je veux rentrer dans la cité pour pouvoir... La cité d'épines, c'est pas la cité des ténèbres, la cité d'épines. Pour pouvoir enquêter et retrouver le meurtrier de ma mère. Et donc ça c'est vraiment sur la première partie, enfin le premier tome. En plus Mortana est une succube, donc Rowan va devoir jouer le rôle de succube, donc d'une femme sulfureuse, très tentatrice, très séduisante, très séductrice, etc. Ce qui n'est absolument pas dans le tempérament de la jeune fille. Et donc on va avoir tout un plot twist qui va amener au second tome, où là on va être plus dans la quête du roi légitime, de prendre la place du roi légitime, quitte à aller jusqu'en enfer. Donc on frôle pas, on est en plein enfer dans quasiment tout le roman. On va avoir des flashbacks, on va en savoir plus sur l'univers, sur ce qui s'est passé lors du meurtre de la mère de Rowan, ce qu'il faut vraiment faire pour pouvoir tuer le roi en place, qui est le roi légitime, quelles sont les volontés des uns et des autres de prendre la place et qu'est-ce qu'ils veulent faire après. Et franchement j'ai bien aimé, il y a vraiment, enfin on était vraiment dans un petit creux, j'ai beaucoup aimé découvrir tout cet univers là, même si on en apprend beaucoup. Les enfers c'est pas l'endroit que je préfère vraiment. Et ça présage beaucoup de très bon pour la suite, vraiment la fin m'a laissé en émoi complet. J'ai très très hâte d'avoir la suite. À chaque fois de toute façon ils font des courts romans. C.N. Crawford, ça cassera, c'est pas une plume hyper travaillée qui casse 3 pattes à un canard ni rien, mais c'est efficace, c'est page turner, c'est addictif, on a envie de connaître la suite à chaque fois, et on a envie de les lire vraiment. Voilà, j'ai très envie d'avoir la suite, de découvrir la suite, et
et ben je vais le précommander dès que j'aurai une date. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on suit les deux points de vue, que ce soit Rohan ou Orion, et on est vraiment sur un enemies to lovers carabiné, et franchement j'aime beaucoup justement être dans les pensées des uns et des autres. Et donc je vous le disais en début de vidéo, mais j'ai lu Banded of Thorn de Elisabeth Hélène. Donc la saga c'est Beast of the Briar. C'est chez Chatterley. Donc j'ai trouvé que la version reliée dans ma bibliothèque, donc je l'ai prise. Bon, le hardback n'a rien de sensationnel, n'a vraiment rien, mais j'aimais beaucoup le jaspage. Vraiment, je le trouvais très très beau. Et puis, je suis très contente de l'avoir lu en hiver, puisque ça fait quand même très très hivernal. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais vraiment en tout point. Vraiment, même au petit détail, on est sur La Belle et la Bête, puisque on va suivre Rosalina, qui a perdu, enfin qui vit toute seule avec son père, sauf que son père est toujours en quête, en vadrouille, parce qu'il est persuadé que sa mère a disparu, elle est chez les Faé, etc. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça. Et un jour, son ancien plan sexuel, plan de lycée, ami sans sex friend, bref, va revenir en ville et va lâcher une bombe que maintenant il veut se caser et il veut épouser Rosalina. En plus, Rosalina, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle travaille dans une librairie, que elle veut énormément faire rentrer de livres de romance dans sa librairie, mais que son patron n'est pas du tout d'accord parce que ça ne se vend absolument pas la romance et c'est pas de la grosse littérature. Donc voilà, petit pic pour la romance et la romantaisie, et j'ai trouvé ça hyper drôle. Mais et du coup en fait quand il annonce qu'il a choisi Rosalina pour l'épouser, etc., et ben il y a quelqu'un qui arrive et qui dit qu'ils ont trouvé la veste du père de Rosalina dans la forêt avec des taches de sang, et donc ils partent tous en quête de retrouver le père, et Rosalina va se retrouver prise dans des roncières, elle va être attaquée par des gobelins et elle va être secourue justement par ces ronces, et elle va atterrir dans un château, une espèce de manoir château, qui a dans ses geôles le père de Rosalina. Comme dans La Belle et la Bête, elle va décider d'échanger sa place contre son père, et dans ce château vit non pas un seigneur mais bien 4, celui de l'hiver, de l'été, du printemps et de l'automne, et ils sont tous les 4 avec une malédiction, et même toute la cour a subi une malédiction. Il y a également un méchant à l'extérieur, le roi des épines, je crois, qui gère justement ces ronces, qui les bouffe petit à petit et qui les contrôle petit à petit, qui bouffe un peu le château. Donc on va suivre 4 rois, 4 princes, 4 rois, à savoir Keldarion, Ezrin, Faron et Dayton, qui sont du coup sur chaque cour. Ça fait un peu à Cotard de ce côté-là, je trouve. Et donc ils ont chacun un caractère complètement différent. Il y en a un qui est très joyeux, festif, qui aime la chair et l'alcool et tout ce qui est en abondance. Il y en a un qui est assez timide et très littéraire, très studieux. Il y en a un qui est un peu grumpy, très grumpy même, et pas très très accessible. Et il y en a un qui se cache, qui est toujours habillé avec un home, qui veut pas se montrer à la vue de tout le monde. Apparemment c'est dans ses traditions, mais du coup ça rajoute un petit côté un petit peu de suspense. On est ici sur une troupe de harem arrangé, donc on va bien se rendre compte à un moment donné qu'elle ne va pas avoir à choisir entre beaucoup, entre tous, pour avoir qu'un seul. Je pense qu'elle va tous les avoir, et petit à petit c'est un peu le prémisse qui se met, même si pour l'instant c'est encore un petit peu soft. On a une relation MM que j'ai trouvé très très touchante et que j'ai beaucoup aimé, que j'avais vu un petit peu venir mais pas trop non plus. Au départ je pensais pas du tout qu'il y aurait ce genre de relation là, et
Et voilà, dans ce tome-là, on est vraiment sur une introduction avec la mise en place de l'univers, de la romance, les relations entre les personnages sont très mis en avant, plus que l'intrigue en elle-même. Mais on a vraiment une partie de l'intrigue et de défendre cette intrigue et d'arriver à y aller vers cette intrigue que vers la fin. Mais ouais, j'ai passé un très 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 bon moment. Je trouve pas que ce soit fantastique. C'est pas un coup de cœur monumental ni rien, mais moi j'aime énormément les réécritures de La Belle et la Bête, et celui-ci il l'a très bien fait. Le côté arène inversée, j'en ai jamais lu, donc je suis très curieuse de pouvoir découvrir. J'ai terminé ce roman en me disant j'ai envie de connaître la suite, je l'ai écouté en audio. Ce qui est bien aussi, c'est que on a beaucoup de points de vue de Rosalina, mais on a aussi des points de vue des rois et des princes. Mais c'est des rois ou des princes, je me souviens plus. Des princes. Des princes. Et on voyage un petit peu, on a un peu des aperçus de deux royaumes différents. Et on a un tome qui va être à chaque fois sur une saison. Donc là, on est plus sur l'hiver et je crois que le prochain, c'est l'automne. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir la suite, de pouvoir lire la suite et de découvrir. C'est une romantésie sympa. Pas coup de cœur, assez page-turner quand même, qui se lit bien et qui est assez addictif, mais moi il y a du beau potentiel, mais pour l'instant pas un coup de cœur. Mais je suis contente quand même. Alors par contre il y a des scènes très très explicites, donc si vous êtes un peu jeune ou un peu sensible, n'allez pas vers ce roman parce que il y a des scènes très très décrites. Donc voilà pour ce bilan du mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les lectures que je vous aurai présentées vous ont plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!